Les épreuves physiques et sportives ont démarré depuis ce lundi 18 juillet 2022 pour le compte du baccalauréat 2022. Les candidats sont évalués dans 3 différentes épreuves. Vous suivrez dans ce journal le constat fait par la rédaction de Speedline TV au CEG Begame. Le gouvernement a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. C'est l'une des réformes dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Booster les négociations sur le changement climatique, tel est l'enjeu de la 12e conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne. À 100 jours de la COP27, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Et c'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue dans ce journal du 13h. Je l'annonçais en titre, les épreuves physiques et sportives pour le compte du baccalauréat 2022 ont démarré depuis hier matin. Les candidats sont évalués dans 3 différentes épreuves. À Cotonou, c'est le CEG Begame qui accueille les candidats déclarés admissibles dans les séries A1 et A2. Tout s'est bien passé et il n'y a pas d'incident majeur. Reportage à Kenneth Eganwi et Mathieu Soso. Après les épreuves facultatives samedi dernier, ces candidats affrontent depuis ce lundi matin les épreuves physiques et sportives. Ici, au centre du CEG Begame, ce sont les candidats déclarés admissibles dans les séries A1 et A2 dans le littoral qui planchent. 3 épreuves sont au programme. Ce matin, nous avons eu au programme 3 activités. Le saut en longueur, nous avons eu la gymnastique et après, course de vitesse. Bon, ça s'est bien passé parce que la course en vitesse, j'ai pas eu de problème. Ni pour la gymnastique, c'est juste le saut en longueur qui m'a causé un peu de problème. Il n'y avait pas de difficultés. En tout cas, tout s'est bien passé quand même. La course de vitesse était très réussie. Les 3, c'est vrai que j'aime pas trop la gymnastique, mais donc, c'est la course. La course était très abordable. Après ça, c'est le saut et la gymnastique en 3e position. Ces épreuves physiques et sportives se sont bien déroulées et sans anicroche, explique le chef centre. Tout se passe bien. Déjà à 7 heures, nous avons tenu le staff, une réunion avec le staff, les examinateurs, où nous avons passé les consignes, les instructions. Et après quoi, avec le superviseur du centre, nous sommes allés vers les candidats pour découvrir ensemble les épreuves, parce que c'était sous pli fermé. Il n'y a pas d'incident majeur à signaler, pas de candidats victimes de quoi que ce soit, on n'a même pas de cas de maladie. Donc les dispensés sont là avec les dispenses reçues par l'agent de santé. Donc bref, tout se passe bien. Heureusement, le temps aussi est clément. Et là, vous voyez que c'est beau. Cependant, le déroulement des épreuves physiques et sportives ne marque pas encore la fin de l'examen du bac. Mercredi, nous allons passer à la 2e délibération du baccalauréat et ceux qui n'auraient pas validé leur ticket vont passer à la phase suivante, c'est-à-dire la phase des épreuves orales, les jeudis et vendredis, et le samedi 23 juillet, ce sera donc la proclamation définitive des résultats. En attendant ces différentes étapes du processus, les candidats sont invités au calme et à la sérénité. Quant aux épreuves sportives, elles continuent ce mardi 19 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, c'était la journée internationale Nelson Mandela, encore appelée Mandela Day. Elle correspond également à la date de son anniversaire. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré cette journée en l'honneur du travail effectué par l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et de la liberté. L'ONU exhorte le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer cette journée internationale qui lui est consacrée. Au Bénin, ce leader africain est un exemple pour plusieurs personnes. Il s'exprime sur les actes de noblesse de ce grand homme. 18 juillet 2022, célébration de la journée internationale de Nelson Mandela. Un homme de paix, un leader politique, un homme qui a su intégrer dans le cœur de plusieurs personnes la notion de l'intégrité, du pardon et a su se battre contre la ségrégation raciale. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire.
Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Pour certains Béninois, Nelson Mandela est un exemple à suivre pour éviter toute malcompréhension dans la politique. Décédé le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans, Nelson Mandela reste et demeure une figure emblématique, un exemple pour l'Afrique. Retour du maître Joseph Djogbenou à la vie politique. Il est investi le samedi 16 juillet 2022, président de son parti politique, membre fondateur de l'Union progressiste. C'est désormais lui qui remplace Bruno Amoussou pour conduire la destinée du parti. Plus de détails dans cet élément de Romaric Doussa. J'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Militant à la base, sa destination est désormais connue au sein de son parti politique, le Baobab ensoleillé. Quelques jours après sa démission de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou devient le président de l'Union progressiste, un parti de la mouvance présidentielle. Pour rappel, le mercredi 13 juillet dernier, Joseph Djogbenou avait justifié son départ de la Cour constitutionnelle par son désir de reprendre l'engagement politique au sein de son parti. Je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Après avoir passé 4 années à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin, l'ancien ministre a trouvé juste de reprendre l'engagement politique. Cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire. Avocat et professeur agrégé de droit privé à l'université d'Abomey-Calavi, il a quitté ses fonctions de membre et de président de la Cour constitutionnelle le mardi 12 juillet 2022. Quelques heures après sa démission, le juriste a passé service au vice-président Razaki Amouda Issoufou, qui assure désormais l'intérim à la tête de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le moment est venu de vous inviter à assurer et assumer dans sa plénitude les fonctions de représentant de la Cour et de direction de la Cour sur tous les plans. Je voudrais vous assurer de ma prière
de mon soutien là où je serai. Cette attente me paraît légitime et soyez-en rassurés, elle ne sera pas déçue. Je prends l'engagement, à ma qualité de vice-président et de président par intérim de la Cour, de veiller au bon fonctionnement de l'institution. Ce samedi 16 juillet 2022, le professeur Joseph Diogbenou se retrouve à la tête de l'Union progressiste afin de conduire ce parti aux législatives de janvier 2023. Bruno Amoussou, l'un des vétérans de la scène politique béninoise, à 83 ans, prend alors retraite et passe de façon officielle ce 16 juillet 2022 le témoin à Joseph Diogbenou. Selon la nouvelle configuration du parti, le désormais président de l'UP, Joseph Diogbenou, sera entouré de Mariam Chabi Talata comme première vice-présidente du parti et Gérard Agbenochi, deuxième vice-président. Réforme dans le secteur de l'artisanat au Bénin. Le gouvernement a annoncé l'organisation d'un examen national qui va bientôt permettre la certification des diplômes des apprentissages traditionnels. La Chambre du métier sera également impliquée dans le processus. Autant de réformes pour donner de la valeur au monde des artisans. Impression et analyse des acteurs dans cet élément de Romaric Dossa et Pierre Akapo. Dans le secteur de l'artisanat, l'État béninois va bientôt reconnaître les diplômes d'apprentissage traditionnels. À cet effet, il décide de l'organisation d'un examen pour certifier ces diplômes des artisans. Ça m'a fait plaisir. Quand j'ai appris l'information, ça m'a fait plaisir. Désormais, nos examens aussi seront reconnus au niveau de l'État. Et que comme ça, les enfants aussi, ils doivent avoir le minimum de respect. Ils sauront que maintenant, c'est plus comme avant. On sent maintenant que c'est maintenant, on reconnaît la valeur de l'ouvrier. La valeur de l'ouvrier, maintenant, c'est maintenant que ça va être reconnu. Et pour ça, je suis très content et je dis un grand merci à l'État. Pour la mise en œuvre pérenne de cette réforme, le Conseil a indiqué qu'un groupe de travail a été commis pour proposer des idées. Les réflexions du groupe ont abouti à plusieurs propositions, dont l'implication de la direction des examens et concours pour prendre en charge la partie technique du CQM. Maintenant que nous venons d'apprendre que c'est la DEC même qui va prendre en charge la partie technique de l'organisation du CQM, c'est une bonne chose, nous sommes très ravis. Il y a de ces apprentis qui ne sont pas soumis à leur patron, ils font de n'importe quoi. Et ce qui est sûr, par cette réforme, il doit avoir des fiches que nous, en tant que patron, nous allons remplir pour pouvoir justifier la qualification de nos enfants avant de les envoyer à l'examen. Parmi les propositions effectuées figure également l'introduction progressive de l'alphabétisation fonctionnelle et du numérique dans les dispositifs de certification professionnelle par apprentissage. L'introduction progressive de l'alphabétisation dans l'apprentissage des enfants, je ne peux que l'applaudir. Parce que moi, là, je m'exprime en français. À défaut du français, je peux aussi m'exprimer en langue maternelle et l'écrit même. Maintenant, si un enfant, un apprenti qui est instruit, désormais, peut se développer de lui-même, peut aller, et au lieu d'être limité, il peut aller tellement loin, même dépasser même son patron. Au jour d'aujourd'hui, la technologie, disons, a évolué, et puis il faut que les enfants savent manipuler les machines, surtout les outils numériques, il faut qu'ils sachent le faire. Donc, pour ceux, ils doivent être instruits. L'implication de la Chambre des métiers est également l'une des réformes salutaires dans le secteur de l'artisanat. Cette chambre sera également impliquée dans l'organisation du CQM. D'abord, selon moi, ce qu'il faut réparer, les artisans ont besoin de la formation, c'est-à-dire se faire former. Et ils feront tout possible pour que la formation soit acquise pour tous les artisans au Bénin. Donc ces personnes-là qui sont là-bas, ils vont défendre le droit et le devoir de ces artisans-là. Afin de participer à l'animation du pays, ceux-là auront pour l'occasion de pouvoir éclairer le peuple. Au total, 5 propositions ont été faites. Outre les 3 précédemment évoquées, s'ajoute l'institutionnalisation de l'attestation de qualification professionnelle AQT et la prise en compte du dispositif de validation des acquis de l'expérience de certification. On démarre présent la page inter avec l'Égypte et je l'avais annoncé en titre, la 12e conférence internationale sur le climat s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne. Dans la capitale allemande, le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains alors que les 100 milliards
de dollars promis en 2020 aux pays pauvres se font toujours attendre. Booster les négociations sur le changement climatique, tel est l'enjeu de la 12e conférence internationale sur le climat qui s'est ouverte lundi à Berlin en Allemagne. À 100 jours de la COP27, la conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh, les autorités égyptiennes tirent la sonnette d'alarme. Il nous incombe en ces temps incertains d'agir rapidement pour faire en sorte que l'action climatique reste en tête de l'agenda international et que l'état actuel des choses ne serve pas de prétexte pour faire marche arrière ou revenir sur des engagements antérieurs, notamment ceux liés au soutien des pays en développement. Dans la capitale allemande, le président égyptien a mis en avant les effets du changement climatique pour les pays africains, alors que les 100 milliards de dollars promis en 2020 aux pays en développement se font toujours attendre. Notre continent est au cœur de ces défis climatiques et en est affecté plus que d'autres, compte tenu de la spécificité de sa situation, de sa capacité limitée à faire face aux crises et de la faiblesse des financements dont il dispose pour surmonter ces difficultés. Les récentes crises alimentaires et énergétiques ont exacerbé les défis auxquels les pays africains doivent faire face, sans compter la menace réelle que représente le changement climatique pour les pays du continent. Lundi, l'Allemagne, qui préside le G7, a promis de faire aboutir la mobilisation des 100 milliards de dollars pour le financement du climat aussi rapidement que possible et de manière continue jusqu'en 2025. En Algérie, le Premier ministre italien Mario Draghi a été reçu le lundi 18 juillet en Algérie par le président Abdelmadjid Tebboune, avec lequel il a coprésidé le 4e sommet algéro-italien. Une occasion qui a permis aux deux pays de sceller des accords, notamment pour accroître la fourniture de gaz algérien à Rome. L'Algérie est devenue ces derniers mois le premier fournisseur en gaz de l'Italie. C'est une visite qui consolidera davantage les liens entre les deux pays. Le Premier ministre italien Mario Draghi s'est rendu en Algérie lundi où il a été reçu par le président Abdelmadjid Tebboune. Une visite qui a pour objectif la signature d'accords sur l'énergie, l'Italie cherchant activement à réduire sa dépendance au gaz russe. Le pays importe la grande majorité de son gaz naturel, 45% de celui-ci provenant historiquement de Russie. Mais Rome se tourne de plus en plus vers l'Algérie, son deuxième plus grand fournisseur, pour réduire cette dépendance. La guerre en Ukraine ayant déclenché des sanctions contre Moscou et fait monter en flèche les prix de l'énergie. Le Premier ministre italien s'était déjà rendu en Algérie en avril, où il avait conclu un accord visant à augmenter de 9 milliards de mètres cubes les livraisons algériennes à l'Italie sur la période 2023-2024 par le biais du gazoduc Transmed. L'Algérie est le premier exportateur de gaz d'Afrique et fournit environ 11% du gaz naturel consommé en Europe. Le Ghana a confirmé ses 2 premiers cas du virus mortel de Marburg, une maladie hautement infectieuse de la même famille que le virus qui cause Ebola. Les 2 patients sont décédés récemment à l'hôpital dans la région d'Ashanti, dans le sud du pays. Leurs échantillons se sont révélés positifs au début du mois et ont maintenant été vérifiés par un laboratoire du Sénégal. Les responsables de la santé de ce pays d'Afrique de l'Ouest déclarent que 98 personnes sont désormais placées en quarantaine en tant que cas suspects. Reportage. Il ne s'agit que de 2 cas, mais c'est assez pour mettre les autorités sanitaires du Ghana en alerte. Le pays vient en effet de confirmer que les prélèvements de sang effectués sur 2 personnes il y a quelques jours montrent bien la présence du virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola. Les échantillons avaient été envoyés début juillet à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Outre les 2 personnes contaminées, 98 autres ont été identifiées comme cas contacts et sont actuellement en quarantaine. Aucun autre cas de Marburg n'a pour l'heure été détecté parmi elles. Selon l'OMS, cette maladie se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Des cas avaient par le passé été signalés ailleurs en Afrique, notamment en Angola, en Afrique du Sud, au Kenya, en Ouganda, en RDC et en Guinée.
Alors que le président tchadien venait d'annoncer un calendrier pour un dialogue de paix national destiné à ouvrir la voie aux élections, près de la moitié des groupes rebelles ont décidé de quitter la table des négociations avec le gouvernement militaire samedi, l'accusant de chercher à déstabiliser les efforts de paix. Près de la moitié des groupes rebelles a annoncé se retirer des pourparlers entamés à Doha avec le gouvernement tchadien. Accusant les autorités tchadiennes de harcèlement, d'intimidation, de menaces et de désinformation, ils estiment que le gouvernement du président Mahamat Idriss Déby Itno cherche à déstabiliser les efforts de paix menés depuis plusieurs mois avec le médiateur qatari. Leur retrait intervient au lendemain de l'annonce du report du dialogue de réconciliation nationale au 20 août. Affirmant ne pas avoir été consultés pour ce report, les groupes armés y voient une tentative d'exclusion. Afin de pouvoir reprendre toute négociation, ils exigent la mise en place de conditions saines. Du côté des autorités tchadiennes, le porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamala a confirmé la date du 20 août pour le dialogue national qui se tiendra avec ou sans les groupes rebelles réfractaires pour ensuite aboutir sur l'organisation de nouvelles élections. Et en dehors du cadre africain, les 27 pays membres de l'Union européenne ont donné le lundi 18 juillet leur accord à l'ouverture de négociations pour intégrer l'Albanie et la Macédoine du Nord, une décision qui intervient au lendemain de la signature d'un protocole entre Skopje et Sofia, levant les derniers obstacles. Le Premier ministre albanais Edi Rama et son homologue macédoine du Nord, Dimitar Kovarski, sont attendus à Bruxelles mardi pour ouvrir formellement ces négociations qui prendront des années. Les 27 donnent leur feu vert à l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. La décision a été confirmée par le Premier ministre tchèque, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Le processus devrait prendre des années. Le lancement formel des négociations doit avoir lieu ce mardi à Bruxelles. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante du processus d'adhésion des deux pays. Nous pouvons commencer les négociations. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui bien plus d'ouverture pour accueillir de nouveaux membres, mais bien sûr, ces nouveaux membres devront convaincre les membres actuels qu'ils sont prêts non seulement à se conformer, mais aussi à répondre à toutes les exigences. La Bulgarie a validé ce dimanche l'accord bilatéral avec Skopje. La Macédoine du Nord s'est notamment engagée à inclure dans sa constitution les Bulgares en tant que groupe ethnique national et en échange, la Bulgarie a levé son veto. Si l'Europe veut vivre dans la sécurité, la prospérité et la stabilité, elle doit avoir à son voisinage les Balkans occidentaux pleinement intégrés. Cette guerre en Europe, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, en a prouvé la valeur. Tirana et Skopje étaient bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union européenne. L'Albanie avait accédé au statut de candidat en 2014 et la Macédoine du Nord il y a près de 20 ans. Toujours en France, ce dimanche 17 juillet à Pithiviers, dans l'Oriette, Emmanuel Macron a inauguré un nouveau lieu de mémoire. Il s'agit de l'ancienne gare de la ville d'où sont partis 8 convois pour Auschwitz. Le président a également prononcé un discours fort contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Le président français a inauguré un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers, d'où sont partis 8 convois pour Auschwitz. Cette gare, qui n'accueille plus de voyageurs, vient d'être transformée en musée à la mémoire des Juifs déportés. Cette gare, qui fut un lieu de deuil, d'horreur, nous en faisons aujourd'hui un lieu de mémoire. Pour honorer le souvenir des 16 000 juifs, dont 4 700 enfants, qui furent internés de 1941 à 1943 à Beaune-la-Rolande et à Pithiviers. Et avec eux tous les juifs, français et étrangers, qui furent victimes de l'Allemagne nazie et de la France de Vichy.
En juillet 1942, plus de 8000 juifs arrêtés dans la région parisienne ont transité par Pithiviers avant d'être emmenés à Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp d'extermination nazi jamais créé. Dans la matinée, la première ministre Elisabeth Borne a assisté à la traditionnelle cérémonie sur le site de l'ancien vélodrome d'hiver, théâtre de la rafle du Veldiv. Coup de tonnerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison de soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit de l'envahisseur russe. La trêve aura été de courte durée. Après une pause opérationnelle de 8 jours, la Russie reprend ses bombardements sur les infrastructures civiles et habitations ukrainiennes. Ce dimanche, Bakhmout et Toretsk, 2 villes du district de Donetsk toujours sous contrôle ukrainien, ont été visées. Plusieurs maisons ont été détruites, 6 personnes, dont 3 enfants, grièvement blessés. À Kiev, Volodymyr Zelensky surprend en limogeant la procureure générale Irina Venediktova et le chef des services de sécurité Ivan Bakanov. 2 personnes clés pour les enquêtes sur les crimes de guerre commis par l'armée russe. Le président ukrainien les soupçonne de tolérer la collaboration de nombreux membres de leurs agences avec Moscou. Plus de 60 employés du bureau du procureur et des services de sécurité sont restés dans les territoires occupés, travaillant contre notre État. Un tel éventail de crimes contre notre sécurité nationale, ainsi que les liens enregistrés entre les forces de sécurité ukrainiennes et les services spéciaux russes, soulèvent de très graves questions sur leurs dirigeants respectifs. Alors que les Russes tentent de s'emparer des dernières poches de résistance de Donetsk, plusieurs localités mettent en place des opérations d'évacuation. Même si les combats s'arrêtent là où ils se déroulent maintenant et que la ligne de front ne bouge pas, il sera très difficile de survivre ici en hiver. Jusque-là épargnés par les bombardements, les habitants de Pokrovsk payent pourtant déjà un lourd tribut à la guerre, avec la mort de leurs proches qui prenaient part au combat à quelques kilomètres de là. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bon après-midi à vous.